Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le codage des erreurs médicamenteuses avec Medra. Je m'appelle François Peterlongo, je suis médecin, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant de très nombreuses années, dans le domaine des essais cliniques, puis dans le domaine de la pharmacovigilance. Alors nous sommes ensemble pour environ 2 heures. Ça nous laisse un temps amplement suffisant pour vos questions. Nous allons essayer de travailler de façon la plus interactive possible. Alors pour cela, 2 canaux de communication. Premièrement, vous pouvez à tout moment envoyer des questions ou des remarques par l'onglet questions du panel GoToWebinar. Donc je m'arrêterai de temps en temps pour répondre à vos questions et elles apparaîtront sous mes yeux. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si jamais vous avez des problèmes de son ou de problèmes techniques, n'hésitez pas à communiquer par ce canal. Deuxièmement, nous allons travailler de façon un peu interactive par l'intermédiaire d'une petite application de quiz. Donc, je vais poser des questions, je vais vous soumettre des exercices pendant ces 2 heures. Vous répondrez sur ce système que je vais vous présenter dans un instant. Les réponses s'afficheront en direct, et tout ça de façon totalement anonyme, aucun nom ne sera gardé. Ce webinaire va être enregistré, il sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de la MSSO et également sur notre site medra.org. Voilà, alors je vais maintenant couper la caméra pour laisser plus de place aux diapos et vous présenter tout de suite la façon de communiquer entre nous avec ce logiciel de quiz, d'exercice interactif. Donc pour cela, il faut que vous ayez soit un smartphone ou une tablette ou ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur Internet. Et il faut que vous alliez sur le site polev.com, po2lev.com. Vous pouvez aussi, si vous avez un smartphone, flasher directement le QR code qui est ici. Ça va vous amener sur un écran de ce type-là. À la place de username, ici, vous devez taper François Peter, tout attaché, sans cédille au C, et cliquer sur Join. Bon, en principe, le système ne devrait pas vous demander votre nom puisque tout est configuré comme anonyme. Si jamais il vous demande votre nom, vous sautez en cliquant sur Skip et vous devriez être dans l'écran d'attente. Donc, merci de garder cet écran ouvert pendant tout le webinaire puisque on va émailler ces 2 heures d'exercice interactif. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Vous allez retrouver toutes ces instructions dans le chat si vous avez besoin de vous reconnecter en cours de route. Alors, pendant que vous vous connectez, je rappelle quelques éléments que vous connaissez, je pense, très bien. C'est que Medra est une terminologie qui a été développée depuis plus de 20 ans à l'initiative de l'ICH, que c'est maintenant devenu une terminologie qu'on peut qualifier de mature, qui est utilisée dans plus de 165 pays, qui est le langage officiel, la terminologie officielle dans la base de pharmacovigilance de l'OMS, Vigibase, que ne sait pas l'ICH qui s'occupe directement au jour le jour de la terminologie, mais ça a été sous-traité à une société de droit privé qui s'appelle une MSSO, Organisation de maintenance et de support, laquelle société reste sous la supervision d'un comité ICH. Et moi maintenant, je travaille pour cette MSSO depuis plusieurs années. Je m'occupe de la version française de Medra et puis des formations en français. Un tout petit mot de copyright réglementaire pour vous dire que cette présentation appartient à un copyright de l'ICH, mais sous le régime de la licence publique, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement vous en resservir si vous le souhaitez, en tout ou partie. D'ailleurs, je vous précise que vous pouvez télécharger, et je vous encourage à le faire, dans l'onglet Documents du panel GoToWebinar. Vous pouvez télécharger la présentation à jour telle que je la fais aujourd'hui, plus un autre fichier PDF où il y a les réponses, les corrigés de tous les exercices qu'on va faire.
Alors évidemment, je vous encourage à télécharger ça pour future référence et pas pour vous en servir pour tricher pendant les exercices parce que ça enlèverait à peu près tout leur intérêt pour vous. Voilà. Je montre le programme de cette journée. Donc on va rappeler assez brièvement le contexte réglementaire qui entoure les problèmes qui entourent les questions d'erreurs médicamenteuses, mais aussi de toutes les concepts connexes, je pourrais dire, tels que les anomalies d'utilisation de médicaments, que ce soit des abus, des mésusages, les prescriptions hors AMM, des choses comme ça. Donc on va parler de tout ça, on va définir dans un deuxième temps tous ces termes parce qu'il s'est avéré nécessaire d'être sûr d'utiliser tous ces concepts à l'intérieur et entre toutes les régions ICH. On s'est effectivement rendu compte que les mêmes termes ne recouvraient pas du tout les mêmes concepts et les mêmes périmètres d'une région à l'autre, d'une culture médicale à l'autre. Donc il a été nécessaire de normaliser tout ça. On va ensuite parler de tout ce qui est principes généraux pour coder ces erreurs médicamenteuses et toutes les notions connexes. Et on va beaucoup travailler à partir d'exemples pratiques, certains que je ferai en démonstration et certains que je vous proposerai en exercice grâce au système quiz, dont je vous remontre maintenant rapidement le mode de connexion pour ceux qui ne se seraient pas encore connectés. Donc sur votre smartphone, vous pouvez flasher le QR code qui est là, ou vous pouvez sur votre smartphone, votre tablette ou un autre onglet internet, taper, chercher le site polev.com dans la barre d'adresse. À la place de username, mettez François Peter, tout attaché sans cédille, et cliquez sur Join. Voilà, écran à garder ouvert pendant toute la durée du webinaire. Donc si vous n'avez pas encore eu le temps de vous connecter ou si vous êtes déconnecté, je rappelle que toute l'information pour se connecter est dans le chat. Eh bien, nous allons attaquer tout de suite pour voir si ça marche, ce système interactif, par une petite question pour vous. Savoir dans quel type d'organisation vous travaillez. Est-ce que c'est une société pharmaceutique, une société de dispositifs médicaux, une CRO, une autorité réglementaire ou assimilée, c'est-à-dire agence du médicament, centre de pharmacovigilance? Est-ce que vous êtes développeur d'applications ou est-ce que vous travaillez dans une institution universitaire sans but lucratif? Alors tout n'apparaît pas, voilà. Bien, merci pour vos réponses. Donc on a une majorité aujourd'hui de personnes travaillant dans l'industrie et quelques participants qui sont soit dans un centre de pharmacovigilance ou une institution universitaire. Merci pour vos réponses. Et on va rentrer dans le vif du sujet pour commencer à aborder l'ampleur de ce que représentent les erreurs médicales au point de vue de la santé publique. Alors parmi les réponses que vous voyez ici, lesquelles vous paraissent justes? Alors c'est les résultats d'une enquête qui a été faite, une étude qui a été faite en 2017 aux États-Unis. Donc c'est des résultats qui concernent le territoire des États-Unis. Est-ce que, à votre avis, au total, il y a plus d'un mort par jour ou est-ce qu'il y a presque 100 morts par an dues à des erreurs médicamenteuses? Est-ce que des lésions sont survenues à près de 100 000 patients ou à plus d'1 million de patients par an? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Et on va regarder vos réponses. Voilà. Eh bien, les réponses exactes, en fait, ce sont celles qui sont le plus dramatiques, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'un mort par jour par erreur médicamenteuse aux États-Unis.
et des lésions causées à plus d'1 million de patients chaque année par erreur médicamenteuse. Donc on voit tout de suite que du point de vue des autorités de santé, c'est un problème de santé publique majeur. Et donc les autorités, au niveau international et au niveau national, ont souhaité prendre ce problème à bras le corps et essayer d'analyser le mieux possible la nature, les causes de ces erreurs, de façon à définir et mettre en œuvre des plans d'action pour essayer de diminuer un peu ce drame pour la santé publique. Donc c'est dans ce contexte réglementaire que différentes mesures, différents textes ont été publiés, différentes obligations ont été émises. Alors ça ne concerne pas seulement les erreurs médicamenteuses. L'erreur médicamenteuse, comme on va le voir tout à l'heure, ça a une définition un petit peu restrictive, mais on va parler aussi de tout ce qui est autres anomalies d'utilisation, que ce soit les utilisations hors des recommandations officielles, hors AMM, ce qu'on appelle les mésusages, les abus, etc. Alors les médias relatent régulièrement des drames qui résultent d'erreurs médicamenteuses. Alors les chiffres connus révèlent que c'est un problème de santé publique important, on a vu pour les États-Unis. D'autres chiffres qui ont été publiés dans les dernières années. En Allemagne, on a 500 000 admissions d'urgence à l'hôpital par an pour effets indésirables dus à des erreurs médicamenteuses, 500 000. En Angleterre, il y a une étude qui retenait une définition assez large des erreurs médicamenteuses, mais qui estimait leur nombre à plus de 200 millions chaque année, 200 millions d'erreurs médicamenteuses, évidemment pas toutes avec des conséquences. J'ai pas trouvé de chiffres récents pour la France, et il faut savoir que en 2017, l'OMS a lancé une opération qui s'appelait Défi mondial pour la sécurité des patients, et qui se donnait comme objectif de réduire de 50% les événements graves évitables par erreur médicamenteuse. Donc vous voyez le contexte réglementaire et le contexte de santé publique qui fait que les autorités ont vraiment eu une volonté forte de mettre en place une analyse du problème et des mesures correctives. Alors parmi ces mesures, parmi ces volontés d'analyse, il y a eu l'émission de documents et de définitions qui se sont donc transcrites ensuite dans MEDRA, et il a été souhaité par les autorités ICH, et même au-delà de ça, qu'il y ait un vocabulaire très précis qui soit agréé par tous et bien utilisé par tous pour bien caractériser toutes les situations et essayer de faire un tableau clair, une analyse claire de ce qui se passait, des causes premières, et pour voir où est-ce qu'il fallait mettre l'accent au point de vue des actions correctives. Alors, on parle de causes évitables. Évitables, ça veut dire, par opposition, par exemple, aux effets secondaires des médicaments, qui sont des causes non évitables des médicaments. Et parmi les causes évitables, c'est les erreurs médicamenteuses qui sont de loin les plus courantes. Il y a d'autres causes évitables qui peuvent être par exemple les médicaments contrefaits ou les mauvaises qualités pharmaceutiques des médicaments. Mais parmi toutes les causes évitables, c'est l'erreur médicamenteuse qui est de loin la plus pourvoyeuse de problèmes. Donc on a dit, pour pouvoir agir sur ce problème, les autorités veulent une analyse précise de façon à mettre en place des actions correctives bien ciblées après avoir compris les causes, les facteurs contributifs, etc. Bien sûr, le but ultime, c'est la sécurité des patients. Donc, parmi les documents qui ont été publiés, il y a par exemple celui de l'EMEA, que vous voyez ici, dont sont tirés un certain nombre des définitions et des chiffres, des consignes que vous allez voir. La FDA a également tout un ensemble de guidelines
qui sont listés ici. Bon, je ne vais pas les lister un par un, vous les avez pour référence avec leur lien Internet. Alors, il faut savoir que malgré tous ces efforts d'harmonisation, à l'intérieur de la zone ICH et même au-delà, les exigences réglementaires peuvent encore varier d'une région à l'autre. Donc, il vous faut connaître les exigences locales du pays dans lequel vous travaillez. Donc, l'impact de tout ça sur Medra, c'est que de très nombreux nouveaux termes ont été introduits. Donc, il y a de ça, on peut dire à la fin des années 2010. Et la hiérarchie a été restructurée, comme on va le voir très en détail, pour optimiser à la fois le codage, mais surtout la recherche et l'évaluation, l'analyse des erreurs médicamenteuses et des autres faits concernant les anomalies d'utilisation des produits. Alors ça concerne évidemment au premier chef les produits déjà commercialisés, mais pas seulement. Il arrive et il peut arriver des erreurs médicamenteuses aussi avec les produits en expérimentation clinique. Et il y a d'ailleurs des textes aussi de la FDA à ce sujet-là pour analyser et prévenir ce genre d'erreurs lors des essais cliniques. Alors, outre l'enrichissement du vocabulaire avec tous ces nouveaux termes sur le sujet, il y a eu des consignes et des guides qui ont été développés de façon importante dans deux documents. Le document que vous connaissez bien, les Point to Consider, les consignes de codage, mais aussi et surtout ce qui s'appelle le document compagnon document, qui n'existe qu'en anglais malheureusement, et qui, on va le voir, contient des consignes, des guides, des questions fréquentes et des exemples en très grand nombre pour aider à bien coder ce domaine un petit peu compliqué. Donc voyons maintenant ces fameux guides ICH. Donc je n'ai pas besoin de rappeler longuement ce que c'est que les points de considère. Je pense que tous les codeurs qui écoutent ce webinaire s'en servent régulièrement. Donc là, ça c'est la dernière version. Je vous rappelle qu'il existe une version condensée, résumée en français, mais que la version Princeps est en anglais, la version de référence, et que ce document qui s'impose à tous les utilisateurs de Medra, tous les codeurs Medra, énonce des règles de façon à ce que tout le monde code de façon standardisée pour la fiabilité des échanges de données. Alors voilà les chapitres qui traitent dans le document PTC des erreurs médicamenteuses et des concepts connexes du genre mésusage, abus, addiction, toxicomanie, overdose et utilisation, ce que les Américains appellent, les anglophones appellent off-label, ça veut dire non conforme aux documents de référence, hors AMM, etc., non couvert par l'autorisation, etc. Et puis donc je reviens à ce document compagnon puisque c'est une ressource vraiment à connaître et à utiliser, à exploiter lorsqu'on est confronté au codage de ce domaine-là. Il y a beaucoup d'exemples, je vous ai dit, beaucoup de principes généraux. On va les voir dans les diapos qui vont venir. Et puis beaucoup de cas précis, de cas d'école, avec des questions-réponses et beaucoup d'exemples. Alors c'est de ce document que va être tiré l'essentiel du webinaire d'aujourd'hui, donc à la fois les grands principes qu'on va voir, et puis les exemples et les exercices qu'on va faire. Quelques définitions donc sur lesquelles on s'est mis d'accord entre l'ensemble des parties prenantes ICH, donc autant les autorités de santé, États-Unis, Europe, Japon, que les industriels. Non sans mal, parce que donc, comme je vous l'ai dit, les définitions étaient assez variables. Commençons par tout simplement la définition d'erreur médicamenteuse. Alors c'est une définition dont la référence est ici, mais qui est retenue donc dans le cadre de Medra. C'est donc des événements évitables, on a vu tout à l'heure par opposition aux effets secondaires, pouvant causer l'usage incorrect d'un médicament
ou y contribuer, ou porter atteinte au patient, et survenant, ça c'est très important, pendant que le médicament est sous le contrôle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un consommateur. Alors ça c'est important parce que ça limite un peu le périmètre dans lequel on peut parler d'erreurs médicamenteuses. Par exemple, des erreurs qui seraient en cours de fabrication ou causées par un grossiste, ça rentre pas dans cette définition-là. Donc on ne peut pas appeler ça erreur médicamenteuse. Uniquement lorsque le médicament est sous contrôle du patient ou du professionnel de santé ou du consommateur si c'est un produit qui n'est pas pour soigner un patient précis. Alors, la définition continue avec ces explications plus détaillées. Ces événements peuvent être liés bien sûr à l'activité des professionnels de santé, peuvent être liés aux produits eux-mêmes, mais aussi aux procédures et systèmes de soins utilisés par exemple dans un service hospitalier. Et notamment dans les activités suivantes. Alors c'est une liste de toutes les étapes à laquelle peut se produire une erreur médicamenteuse. Toutes les activités, prescription, communication de prescription, de l'ordonnance, étiquetage de produits, conditionnement, dénomination, préparation, lorsque c'est un produit qui est préparé extemporanément ou préparé par une infirmière, distribution, dispensation, administration, éducation des patients, surveillance et utilisation. Et c'est une liste non limitative. Alors si vous avez la curiosité de chercher les définitions dans le monde français, dans le contexte français, celles de la NSM par exemple, ou celles de la Société de pharmacologie clinique, sont pas exactement les mêmes. Mais elles sont raisonnablement superposables quand même, donc il n'y a pas de contradiction entre ces définitions. Alors nous allons maintenant rentrer dans la définition de ces différents termes: mésusage, abus, addiction, erreur médicamenteuse et utilisation non conforme au doc de référence, ou off-label use pour les anglophones. Ces concepts sont parfois proches et se superposaient beaucoup avant que les définitions aient été clarifiées. Pour savoir dans lequel de ces concepts choisir, vous trouverez dans le document PTC, les points to consider, ce tableau qui est extrêmement utile, qui grâce à 3 questions va vous permettre de savoir de quel concept il s'agit. Première question, est-ce que le problème, l'anomalie, était intentionnelle ou pas? L'anomalie d'usage était intentionnelle ou pas? Deuxième question, qui est à l'origine de l'anomalie d'usage? Est-ce que c'est le patient ou consommateur? Ou est-ce que c'est un professionnel de santé? Et troisième question à se poser, est-ce que c'est pour un usage thérapeutique ou en dehors d'un usage thérapeutique? Donc si c'est intentionnel de la part du patient et pour un usage thérapeutique, on va parler de mésusage. Et uniquement dans ce cadre-là. Si c'est toujours intentionnel par le patient, mais pas dans un cadre thérapeutique, mais pour un usage récréatif, par exemple, ou toxicomaniaque, on va parler d'abus, voire d'addiction. Maintenant, s'il y a eu une erreur, c'est-à-dire c'était pas intentionnel, c'était accidentel, quel que soit l'auteur de l'erreur, que ce soit le patient ou le professionnel de santé, c'est toujours dans un usage thérapeutique, dans ce scénario-là, on est dans le concept d'erreur médicamenteuse, et seulement dans ce cas précis. Enfin, si c'était intentionnel, mais par un professionnel de santé, un prescripteur ou autre, dans un but thérapeutique, c'est dans ce cas, et seulement dans ce cas, qu'on parle de off-label use, de utilisation non conforme au document de référence. Document donc, définition là aussi restrictive. Alors, illustrons ça par quelques petits scénarios. Premier scénario, Lisa est stressée au travail, son médecin lui a prescrit un comprimé de XY tous les soirs. Mais la nuit dernière, elle était encore réveillée à 3 heures du mat' et elle a pris de son initiative un deuxième comprimé.
Alors, dans quel cadre on est là? Est-ce qu'on est dans l'abus, le mésusage, le prescription hors indication ou erreur médicamenteuse? Alors, est-ce que c'était intentionnel? Ben oui, c'était pas accidentel. Elle a voulu prendre un truc, elle l'a fait exprès. Deuxièmement, c'était par le patient, initiative du patient, et c'était pour un usage thérapeutique. Elle voulait dormir. C'était pas pour se droguer. Donc, on est dans le scénario du mésusage. Deuxième cas de figure, notre Lisa est toujours stressée au travail, mais elle s'est procuré sur Internet un médicament qui est censé être un antidouleur, mais une amie lui a dit, tu vas voir, ça donne une détente très agréable. Tellement agréable qu'elle a bientôt doublé puis quadruplé la dose. Ici, on est toujours dans l'intentionnel, toujours c'est le patient qui a décidé, mais on n'est plus dans un usage thérapeutique. On est dans le concept d'abus. Et si elle continue comme ça, on risque d'être dans le concept d'addiction. Troisième scénario, Lisa souffre d'insomnie, mais elle supporte mal les somnifères. Son médecin lui prescrit à la place un analgésique, qui n'est pas du tout approuvé pour une indication d'insomnie, qui n'est pas du tout approuvé comme somnifère. Ici, on est toujours dans un acte intentionnel, c'est le professionnel de santé qui a décidé, et on est bien dans le domaine de off-label use, utilisation non conforme aux documents de référence. Enfin, dernier scénario, notre Lisa, elle est stressée au travail et du coup, elle a du mal à se souvenir des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a oublié qu'elle avait déjà pris son médicament, elle l'a pris 2 fois. Là, on n'est plus dans quelque chose d'intentionnel, on est dans quelque chose d'accidentel, elle a oublié. C'est le patient, et on est bien dans le concept donc d'une erreur médicamenteuse, de quelque chose d'accidentel. Voilà, ça nous permet de reprendre ce tableau sous une forme peut-être plus visuelle, d'arbre décisionnel ou d'algorithme, comme vous voudrez, de façon à nous aider ensuite dans le codage, parce que vous allez voir que tous les termes MEDRA dans ce domaine-là sont très orientés par ces 3 questions. Il faut absolument capturer dans le terme MEDRA que vous allez choisir si le problème a été accidentel ou intentionnel, qui en est à l'origine, et puis encore d'autres détails dont on va parler. Alors donc cet arbre décisionnel, voilà à quoi il va ressembler. Les 3 questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est donc intentionnel? Deuxième question, par qui? Alors ça représente, je ne sais pas si vous voyez très bien, il a un stéthoscope, là c'est le professionnel de santé, ça c'est le patient. Est-ce que c'est le professionnel de santé ou le patient? Et troisième chose, est-ce que c'était pour une indication, une intention thérapeutique ou pas? Donc si c'est intentionnel par le professionnel de santé avec une intention thérapeutique, c'est une utilisation non conforme aux documents de référence. Avec, attention, un petit astérisque ici, disant il ne faut en réalité utiliser ces termes-là que si l'usage non conforme est explicitement mentionné dans le rapport, ce que vous a indiqué le rapporteur. On va en reparler. Maintenant, si c'est le patient qui a fait quelque chose, une anomalie d'utilisation intentionnelle, est-ce que c'était avec une intention thérapeutique? Dans ce cas-là, c'est un mésusage intentionnel. Est-ce que c'était sans intention thérapeutique? Dans ce cas-là, c'est un abus, voire une dépendance. Enfin, si c'était une anomalie accidentelle, en fait, peu importe que ce soit un professionnel de santé ou un patient qui l'ait commis, c'est toujours avec une intention thérapeutique dans ce scénario, et là, on est bien dans l'erreur médicamenteuse. Alors, vous allez peut-être me dire, mais c'est pas toujours évident d'avoir tous les éléments pour parcourir cet arbre décisionnel, et vous avez bien raison.
Parfois, eh bien, on n'a pas toute l'information, on ne peut pas toujours savoir s'il s'agit d'une erreur ou d'un acte intentionnel. Voilà l'exemple typique. Depuis un mois, il prend un comprimé supplémentaire à l'heure du coucher. C'est tout ce que vous avez à vous mettre sous la dent pour savoir ce qui se passe. Alors vous savez qu'en tant que codeur, on ne fait jamais de suppositions. On doit s'en tenir absolument et uniquement à ce qui nous est donné. Donc on ne sait pas, en fait, si il a mal compris les instructions ou la notice. Et dans ce cas-là, il s'agirait d'une erreur, donc d'une erreur médicamenteuse. Est-ce que c'est son médecin qui a donné des consignes erronées avec l'ordonnance? Alors c'est possible, il s'agirait aussi d'une erreur. En l'occurrence, ça serait une erreur de prescription, une erreur médicamenteuse. Est-ce qu'il fait ça parce que ses symptômes sont toujours pires la nuit? Dans ce cas-là, ce serait intentionnel, ça serait un mésusage. Ou est-ce qu'il fait ça parce que le médecin pense que c'est plus efficace comme ça, alors que c'est pas la posologie approuvée? Et dans ce cas-là, ça serait une utilisation non conforme au document de référence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour coder ce cas-là? Eh bien, heureusement, c'est prévu dans Medra. Il y a tout un ensemble de termes neutres, c'est-à-dire qui ne préjugent pas si c'est intentionnel ou accidentel. Par exemple, problème d'utilisation du produit. Très souvent, ces termes contiennent le mot problème, simplement en tant que terme neutre qui ne s'engage pas sur la voie de l'accidentel ou de l'intentionnel. De même, si le patient a dévié intentionnellement du mode d'emploi normal, mais on ne sait pas si c'est dans un but thérapeutique ou pas, là encore, on ne va pas essayer de deviner ou faire des suppositions. On va utiliser un terme neutre, problème d'utilisation intentionnelle du produit, et donc on n'aura pas à dire si c'est un mésusage ou c'est une erreur médicamenteuse. Voilà, on ne sait pas. Ou c'est un abus, pardon. On ne sait pas si c'est un mésusage ou un abus. Ce terme est neutre, il ne va pas ni dans une direction ni dans l'autre. Donc il va nous falloir compléter notre arbre décisionnel avec ces situations-là et ces termes neutres. Donc quand on ne sait pas si c'est intentionnel ou accidentel, on est dans le concept problème d'utilisation du produit, et il faut chercher ces termes encodés avec un de ces termes-là, un de ces termes neutres là. Si on ne sait pas si le patient a dévié intentionnellement pour un but thérapeutique ou pas, il faut choisir un des termes qui relate un problème d'utilisation intentionnelle. Donc en faisant ça, notre algorithme maintenant est complet, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Pour revenir un peu sur ces termes neutres, je vous en donne quelques exemples. Ce qui est très important de comprendre, c'est déjà que tous ces termes neutres sont dans ce HLGT, erreurs médicamenteuses et autres erreurs, et problème d'utilisation du produit. Ça veut dire que ce HLGT, il va contenir tout ce qui est erreur et tout ce qui est terme neutre, où on ne sait pas si c'était intentionnel ou si c'était accidentel. Voilà par exemple des termes neutres, administration d'une dose incorrecte, administration supplémentaire, administration d'une dose incorrecte, produit administré à un patient d'âge inapproprié. Et tout ça, donc, on ne voit pas, le terme ne contient pas du tout la notion intentionnelle ou accidentelle. Donc, ce sont des termes neutres à utiliser dans ces cas-là. Par opposition aux termes qui sont ici, par exemple, où on a erreur. Et bon, on les voit pas tous, hein. Erreur d'administration du produit, erreur de durée d'administration du produit. Là, c'est accidentel et on sait que c'était vraiment une erreur. Voilà, il y en a encore d'autres, tous ces termes neutres. Donc ces termes neutres sont bien pratiques dans ces scénarios-là. Ils sont aussi très utiles dans certains cas où on a besoin de plusieurs codes MEDRA pour caractériser toute l'information qui nous est rapportée.
parce qu'on peut les associer à un autre terme de façon à préciser exactement les choses. On reverra des exemples là-dessus tout à l'heure. Alors, on va se plonger un petit peu dans le navigateur Medra pour voir en pratique comment ça se présente, toutes ces questions, et en quoi le navigateur peut vous aider. Alors, première chose, je vais mettre le navigateur. Là, j'utilise le navigateur de bureau. Voilà, on va repartir de zéro. Première chose qui est importante à voir, ce sont les descriptions de concepts. Alors, ceux qui ont assisté au webinaire précédent savent ce que c'est. Ce sont donc des termes sur lesquels... Alors, excusez-moi, ça s'est ouvert sur l'autre écran, il faut que je le transfère. Voilà. Donc, ce sont des termes sur lesquels l'ensemble de la communauté SH s'est mis d'accord à propos d'une, entre guillemets, définition dans le cadre de l'ICH. Ça ne se veut pas des définitions universelles, mais on s'est mis d'accord que dans le cadre du CH et de MEDRA, voilà à quoi feront référence ces mots-là. Bon, là, vous voyez la version française. Donc, c'est ce que ça correspond à ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tableau, la définition de abus, par exemple, la définition de addiction. Je voulais m'arrêter sur certains qui vont être importants. Alors, vous ferez attention aussi qu'il y a quelques faux amis qui sont manifestés, qui sont indiqués dans la version française. Hein. Souvent, les gens se trompent. Le dosage en anglais, ça ne veut pas dire la même chose que dosage en français. Hein. Le dosage en anglais, en français, ça se traduit par posologie. Donc, une déviation à la posologie. En anglais, vous trouverez ça sous la forme de dosage, dosage error, par exemple. Voilà, donc ce sont ces définitions. Il y en a une ou deux sur lesquelles je voulais m'arrêter, en particulier celle de surdosage pour ceux qui n'auraient pas assisté au webinaire précédent. Dans le cadre de MEDRA, surdosage, c'est l'administration d'une dose supérieure à la dose maximale recommandée dans la fiche officielle du produit, en quantité ou en concentration, hein, c'est-à-dire une dose excessive. Donc, par exemple, un patient qui prend 2 fois plus de médicaments que ce qui lui a été prescrit, on ne doit appeler ça surdosage que si, ce faisant, il dépasse la dose maximale recommandée dans la notice du produit. Voilà. On retrouvera là la définition de erreur médicamenteuse, de prescription hors non conforme aux documents de référence, etc. Alors, où est-ce que c'est d'ailleurs non conforme aux documents de référence? Alors, pourquoi on utilise en français cette traduction qui est assez longue et alambiquée du off-label use anglo-saxon? C'est parce qu'on n'a pas en français un terme unique qui fonctionne pour désigner ce concept-là. Terme qui doit marcher en France, mais aussi dans les autres pays francophones. Alors, quand on dit hors AMM, bon, ça marche en France parce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché une AMM, mais c'est pas le cas dans tous les pays francophones. Et puis, ça s'applique aussi pour les produits en essai clinique. Et puis en français, il y a plein de façons différentes de désigner cette chose-là. Bien, toutes ces définitions, elles sont importantes à connaître, donc il faut que vous ayez le réflexe d'aller voir lorsque vous avez un doute sur l'emploi d'un terme précis. Ensuite, où sont toutes ces notions, tous ces termes pertinents pour les erreurs médicamenteuses? Eh bien, il faut aller, curieusement, j'ai envie de dire, dans la SOC lésions, intoxications et complications d'intervention. C'est là que se passe l'essentiel se situe l'essentiel des termes relatifs aux erreurs médicales et aux autres problèmes connexes qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont des utilisations anormales intentionnelles. Alors, deux HLT sont très importants ici.
Le premier, erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes d'utilisation du produit. On l'a vu tout à l'heure à propos des termes neutres. Donc c'est là que vous allez trouver toutes les erreurs, donc anomalies d'utilisation accidentelles, non intentionnelles, ainsi que les termes neutres dont on ne sait pas si c'est intentionnel ou accidentel. Et le deuxième HLGT très important, c'est celui-là, utilisation non conforme et problème d'utilisation ou de mésusage intentionnel du produit. Ce HLGT ne contient que les termes concernant les anomalies intentionnelles d'utilisation. Donc ça veut dire qu'en tant que codeur, déjà, lorsque vous aurez posé votre première question, est-ce que c'est une anomalie intentionnelle ou accidentelle, vous saurez s'il faut aller chercher votre terme dans ce HLGT ou dans celui-ci. Il y a un autre HLGT qui peut être pertinent dans un certain nombre de cas, c'est celui-là, surdosage et sous-dosage. NCA, ça veut dire non classifié ailleurs. Il y a aussi des termes qui sont pertinents pour coder, évidemment, des erreurs médicamenteuses, selon les définitions qu'on a vues tout à l'heure. Et puis dans la SOC psychiatrie, il y a également dans le HLGT troubles psychiatriques non classifiés ailleurs, NCA, un HLT qui s'appelle troubles liés à une substance et troubles addictifs, voilà, dans lequel on va trouver des termes en particulier liés à la pharmacodépendance qui peuvent être pertinents pour coder toutes ces notions d'abus allant jusqu'à l'addiction. Voilà, je referme le navigateur, on va s'en resservir tout au long de ce webinaire. Donc ça, c'est simplement ce que je vous ai montré. Ces 3 HLGT très importants sous lésion, intoxication et complications d'intervention. Et les quelques termes qui appartiennent à l'affection psychiatrique. Et donc je rappelle le principe. Si vous ne retenez qu'une chose de ce webinaire, c'est ça. Si votre anomalie est intentionnelle, il faut choisir un terme dans ce HLGT. Utilisation non conforme, utilisation mésusage intentionnel du produit. Et si c'est non intentionnel ou inconnu, choisir le terme dans le HLGT, erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes d'utilisation. Voilà, alors dans ce HLGT dont je viens de parler, on va trouver en fait un très grand nombre de termes. Je vous ai dit qu'on avait un peu multiplié les détails dans Medra. Alors, on va trouver des termes qui vous permettent de qualifier la nature de l'erreur. Est-ce que c'est une erreur de médicament? On a pris un médicament pour un autre. Est-ce que c'est une erreur de dose? Est-ce que c'est une erreur de voie d'administration? Etc., etc., etc. En plus de la nature de l'erreur, il va falloir essayer de spécifier au mieux possible l'étape de survenue de l'erreur. Toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure, est-ce que c'est la prescription, la transmission, la préparation du produit, l'administration du produit, la surveillance, etc. Donc on va trouver des termes, plein de termes qui caractérisent l'étape de survenue. Certains termes qui combinent les deux, c'est-à-dire l'étape et la nature de l'erreur. Et puis on va trouver aussi des concepts un peu moins fréquents, disons, ce qu'on appelle les erreurs interceptées. Une erreur interceptée, c'est une erreur qui, heureusement, n'a été constatée avant d'atteindre le patient. Par exemple, une erreur de prescription, mais le pharmacien s'est rendu compte qu'il y avait une erreur et n'a pas délivré le médicament erroné. Erreur interceptée. Et puis encore un autre scénario, relativement rare, mais ça arrive en pharmacovigilance, des erreurs potentielles. C'est-à-dire, on vous signale quelque chose qui, d'après la personne qui vous signale, pourrait amener à une erreur. Par exemple, 2 noms de médicaments qui se ressemblent beaucoup, c'est ce qu'on appelle les erreurs potentielles. On va en reparler. Donc là aussi, il y a des termes pour coder ça.
Et puis, comme on l'a dit, ces fameux termes neutres pour lesquels on ne sait pas si c'est une erreur ou un usage intentionnel, une anomalie intentionnelle. Eh bien, on va illustrer ça maintenant par un certain nombre d'exercices. Et vous allez pouvoir vous mettre au travail avec Polève là-dessus. Alors n'hésitez pas, parce que ça va vous aider, à consulter la hiérarchie MEDRA pour voir où sont les termes que je vous propose ici. Là, je vous ai sélectionné 5 LLT qui, à première vue, peuvent sembler pertinents pour coder ce rapport. L'enfant a accidentellement ingéré des comprimés de fer de sa mère. Si vous n'avez pas de navigateur sous la main, navigateur MEDRA sous la main, vous le trouverez dans le chat, normalement, j'espère qu'il est passé. Voilà, un lien pour utiliser le navigateur en ligne, qui s'appelle WBB, et il y a un identifiant et un mot de passe là qui sont dans le chat qui devraient vous permettre de vous connecter. Bon, c'est des identifiants provisoires de training, ils seront valides que cette semaine. Alors, je vous lance maintenant la recherche, le quiz. À vous de réfléchir et de dire laquelle de ces propositions vous paraît la bonne. On commence tout de suite avec un exercice qui n'est pas facile, hein, je vous préviens. Effectivement, à première vue, tout ça a l'air relativement pertinent comme terme. MEDRA. Je vous laisse réfléchir une minute, ou peut-être un peu moins, et on va voir vos réponses. Alors, voyons où en sont les réponses. Eh bien, vous avez fort bien travaillé, ma foi. Alors, c'était un cas un petit peu piégeux parce que, en fait, il faut d'abord se poser la question, est-ce que on est bien dans le cas d'une erreur médicamenteuse ici? Revenons à la définition. C'est un problème, c'est un événement qui survient pendant que le médicament est sous le contrôle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un consommateur. En fait, on n'est pas dans le cadre d'une erreur médicamenteuse ici. Parce que l'enfant n'est pas le patient. Donc, il n'y a pas erreur médicamenteuse. C'est un autre type de concept. Ici, c'est une exposition accidentelle. Il faut bien distinguer erreur médicamenteuse et exposition accidentelle. Et donc, on va aller chercher dans notre navigateur ce qui va concerner les expositions accidentelles. Où est-ce que c'est alors, quand on ne retrouve plus dans la hiérarchie, le plus simple, c'est de passer par la recherche ici. Je vois que j'ai des HLT pour ça. Dans toutes celles-là, exposition accidentelle à un produit, ça semble le bon groupe. Je vais regarder, ouvrir mon navigateur à cet endroit-là et regarder ce qu'il me propose comme terme préférentiel. Lequel est le plus pertinent dans tout ça? Eh bien, on a exposition accidentelle d'un enfant à un produit. Voyons si on a un LLT qui permet de capturer encore plus de spécificité. Exposition prise accidentelle d'un médicament par un enfant.
Donc là, on a bien capturé toute l'information. Quand on regarde la hiérarchie, on est bien dans le bon groupe. Donc ça paraît effectivement le meilleur LLT, comme vous l'avez en très grosse majorité diagnostiqué vous-même. Bravo pour ça. Donc la bonne réponse, c'est effectivement prise accidentelle d'un médicament par un enfant pour ces raisons-là. Eh bien, on va lancer tout de suite un deuxième exercice. Il a pris par erreur trop de pilules, dépassant la posologie maximale recommandée par la notice du produit ou la fiche finale du produit. Voilà donc les propositions de LLT qui vous sont faites. Administration d'une dose incorrecte, surdosage, augmentation accidentelle de la dose, surdosage accidentel ou mésusage intentionnel du produit. De la même façon, en vous aidant, si vous voulez, du navigateur, lequel vous paraît le bon code dans ce scénario. Alors donc, prenons l'habitude de toujours décliner notre espèce d'arbre décisionnel, notre algorithme. Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est pas intentionnel? Si c'est accidentel, il faut capturer l'information que c'est accidentel. Si c'est intentionnel, il faut capturer l'information que c'est intentionnel, etc. Alors, voyons vos réponses. Surdosage accidentel pour plus des 3/4 d'entre vous. Eh bien, ce qui paraît être une bonne réponse. En effet, vous vous rappelez la définition de surdosage, et ici, on est absolument dedans. Donc, le surdosage, c'est qu'il a dépassé la posologie maximale recommandée par le résumé des caractéristiques du produit. Donc, il faut qu'on capture cette notion de surdosage. Pour ça, on avait deux propositions, surdosage tout seul ou surdosage accidentel. Comme on a dit qu'il faut absolument capturer la notion que c'était accidentel, que c'est donc bien une erreur, on sait que c'était pas intentionnel, donc effectivement, le bon code, c'est bien celui-là, surdosage accidentel. Eh bien, bravo pour ces premiers exercices. Nous allons maintenant voir ensemble un certain nombre de principes. Je regarde un petit peu s'il y a des questions qui sont arrivées. Non, personne n'a posé de questions. N'hésitez pas à tout moment, si quelque chose n'est pas clair, à poser une question. J'essayerai d'y répondre au mieux. Ces principes généraux, en fait, ce sont des principes qui sont tirés pour l'essentiel, du fameux document compagnon document. Rappelons d'abord quelques principes très généraux du codage avec Medra, mais je pense que vous les connaissez déjà bien. Premièrement, il faut essayer de travailler sur des bases claires. Donc, si le rapport que vous recevez est vague ou ambigu, on essaye de demander des précisions pour coder ça correctement. Deuxièmement, le codage, vous savez bien, se fait au niveau des LLT, se fait en sélectionnant le LLT le plus proche du terme que vous avez à coder, et l'ULT qui reflète le plus spécifiquement possible et le plus précisément possible votre verbatim. Troisième grand principe, on code toujours tel que c'est rapporté. Rien ne doit être interprété, ajouté ou supposé. À l'inverse, on doit coder tout ce qui nous est rapporté. Aucune information pertinente ne doit être omise. Et dernier point, évidemment, on n'utilise que des LLT en usage et pas des LLT périmés. C'est un simple rappel des grands principes qui sont dans les PTC. Alors, en ce qui concerne les erreurs médicamenteuses et concepts connexes, il y a quelques grands conseils, grands guides qui peuvent vous être rappelés à ce stade. Donc, se référer à tout le matériel qui vous guide, c'est-à-dire à la fois les descriptions de concepts. Le guide d'introduction à Medra contient aussi des définitions de concepts et certains conseils sur les erreurs médicamenteuses, et surtout aux documents compagnons et au PTC. Ensuite,
connaître la hiérarchie de Medra qu'on vient de voir ensemble dans le navigateur, avec en particulier cette division entre les deux HLGT importants pour ce qui est intentionnel et ce qui est accidentel, qui sont dans la SOC, lésion, intoxication, etc. Rappel d'un conseil qui est assez, qui s'applique à beaucoup de situations et pas seulement aux erreurs médicamenteuses. Toujours vérifier la hiérarchie du LLT qui vous semble correcte, qui vous semble marcher, pour s'assurer que vous êtes bien dans le bon concept et que vous êtes bien dans le bon groupe. Et c'est particulièrement important ici d'être dans le bon groupe. En matière de codage des erreurs médicamenteuses et concepts connexes, c'est très important de travailler en descendant la hiérarchie, comme on l'a fait tout à l'heure, comme on a essayé, pour s'orienter comme sur une carte routière vers le bon groupe pour trouver les codes adaptés. Donc n'hésitez pas à faire cette opération. Vous savez que les bons codeurs, ils sont toujours en train d'alterner entre les deux modes de recherche, par la hiérarchie, ce qu'on appelle la recherche top-down, et puis par la recherche de mots-clés, la recherche bottom-up, comme on dit dans le jargon. Et puis dernière chose, si vous ne trouvez pas un terme spécifique pour votre produit, qui peut être un médicament, un dispositif, un vaccin, vous pouvez utiliser un terme neutre qui mentionne produit et pas spécifiquement médicament ou vaccin ou dispositif. Alors, nous allons maintenant parcourir ces principes généraux. Premier principe, quand utiliser le terme préféré, erreur médicamenteuse. Alors ça, on peut dire c'est un peu le degré zéro de l'information. On sait qu'il y a une erreur médicamenteuse, mais on ne sait pas quelle erreur, on ne sait pas à quel stade, on ne sait pas qui en est l'auteur. Et donc, ça ne va pas aider beaucoup à les autorités et les responsables à y voir clair dans le problème des erreurs médicamenteuses. Donc, ce terme n'est pas à utiliser, sauf dans le cas où on n'a pas d'autres informations. On va revoir ça. Oui, alors là, pardon, j'ai été un peu vite. J'ai d'abord une liste de tous ces principes généraux qu'on va voir. Je ne m'arrête pas sur chacun parce qu'on va les revoir maintenant. Donc voilà, je continue ce que je disais. Ce PT, erreur médicamenteuse, on ne l'utilise que si on n'a aucune autre information. On sait juste qu'il y a une erreur médicamenteuse et on n'en sait pas plus. Où est-ce qu'on va aller chercher? Évidemment, dans ce HLGT, erreur médicamenteuse et autres problèmes. Voilà un exemple. Le verbatim nous dit « Le patient s'est trompé et n'a pas utilisé le médicament selon la prescription ». Voilà, on ne sait pas si c'est un problème de dose, de fréquence d'administration, de voie d'administration, de durée d'administration, etc. La seule solution qu'on a ici, c'est d'utiliser ce LLT, erreur médicamenteuse, puisque c'est la seule information solide que l'on ait, qui lui-même appartient au PT du même nom. Deuxième principe général, que faire lorsqu'il y a une chaîne d'événements? En fait, c'est assez fréquent en accidentologie, on parle souvent de ça. En fait, c'est un enchaînement de choses qui conduit à un drame, ou au moins à un problème ou à un incident. La règle ici, c'est d'essayer de coder chacune de ces erreurs individuelles entraînées l'une par l'autre, avec une priorité sur l'erreur initiale, puisque en fait c'est celle-là qui est la plus intéressante, puisque c'est sur celle-là qu'on peut jouer pour corriger les choses, mais aussi toutes les erreurs successives qui ont été entraînées par la première et qui se sont entraînées entre elles. Alors, en sachant toutefois qu'il ne faut pas tomber dans le biais de cumuler des termes dont certains sont très généraux et d'autres sont beaucoup plus spécifiques. C'est le même concept avec plus de détails. Ah, mais ça, c'est un principe général en codage. Si vous avez un terme général et un terme qui décrit quelque chose de beaucoup plus spécifique dans ce terme général, on n'utilise que le terme le plus spécifique. S'il y a un verbatim qui vous dit arythmie, fibrillation auriculaire, et si vous dites trouble du rythme,
arythmie par fibrillation auriculaire, vous allez juste coder arythmie par fibrillation auriculaire. Vous n'allez pas coder trouble du rythme qui est beaucoup plus général. Donc c'est un principe général en codage. Voilà un exemple. L'infirmière a mal calculé la dose et le patient a reçu 40 mg au lieu de 20 mg de son médicament et il y a une conséquence clinique, il a souffert d'une hypotension sévère. Donc il y a plusieurs événements. L'événement initial, c'est pas qu'il a reçu une dose excessive, l'événement initial, c'est l'infirmière a mal calculé la dose. Donc il faut trouver le PT qui capture ça, le LLT dans le cas présent. Ensuite, la conséquence numéro 1, ça a été l'administration de la dose incorrecte. Et la conséquence numéro 2 clinique, ça a été l'hypotension. Donc ce cas-là doit impérativement être codé avec ces 3 codes. Troisième principe, quand a-t-on le droit ou est-on en droit de utiliser le PT, off-label use en anglais, utilisation non conforme au document de référence en français? Alors là, la définition est très importante parce qu'autrefois, on utilisait ce terme pour beaucoup de scénarios de déviation par rapport aux informations officiellement approuvées, qu'elles soient intentionnelles ou pas, qu'elles soient faites par le patient ou par le médecin, etc. Maintenant, la définition sur laquelle on s'est mis d'accord, elle est beaucoup plus restrictive. Ça désigne la situation où un professionnel de santé et de façon intentionnelle dispense ou recommande un produit dans un but médical et non conforme aux documents de référence autorisés. Donc on ne peut parler d'utilisation non conforme aux documents de référence et coder ça avec ce PT-là que si c'est fait par un professionnel de santé et de façon intentionnelle. Il y a une note importante dans le document ICH qui dit que, en fait, en tant que codeur, vous ne devez utiliser ce terme que si l'usage non conforme est explicitement signalé par le rapporteur. Les autorités ne veulent pas que ce soit le codeur qui prenne l'initiative de décider que c'est une utilisation non conforme au document de référence si le rapport ne le mentionne pas explicitement. Pourquoi? D'une part parce que le codeur n'est pas censé connaître les notices, les fiches signalétiques de tous les Vidal du monde quand il fait du codage, donc il a du mal à savoir si l'usage a été effectivement non conforme dans ce pays où se produit l'événement. Deuxièmement, ça a des implications médico-légales non négligeables de dire que c'est une utilisation non conforme. Donc on est en terrain très délicat ici. Donc la règle c'est on n'utilise CPT que lorsque c'est mentionné, l'utilisation non conforme est mentionnée explicitement dans le verbatim ou dans le rapport. Voilà un exemple. Le pédiatre a décidé d'utiliser le vaccin Covid-19 pour son patient de 10 ans, parce que c'est un patient à haut risque, bien que ça ne soit pas encore officiellement autorisé pour ce groupe d'âge. Alors ici, on est bien dans le cadre d'une utilisation non conforme au document de référence, puisque c'est un professionnel de santé qui a pris la décision, que c'est intentionnel. Et est-ce qu'on est en droit de l'utiliser? Oui, puisque le verbatim signale que ce n'est pas officiellement autorisé dans le groupe d'âge. Donc on est bien hors des recommandations officiellement publiées. Donc on va chercher dans le PT utilisation non conforme aux documents de référence. Et comme d'habitude, on va essayer de sélectionner sous ce PT le LLT qui va être le plus spécifique et qui ici va être utilisation dans un groupe d'âge non approuvé par le document de référence. Quatrième principe, traite des erreurs médicamenteuses potentielles. Alors je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure. Par exemple, deux noms de médicaments qui se ressemblent, ou deux boîtes de médicaments qui se ressemblent, ou plein d'autres situations.
donc qui n'ont pas amené à une erreur, mais qui sont susceptibles de mener à une erreur. Alors, la consigne ici, c'est d'utiliser deux codes MEDRA. Un code qui va caractériser le fait que c'est une erreur potentielle, pas une erreur survenue, qui dit circonstance ou information susceptible de mener à une erreur médicamenteuse ou une erreur de dispositif si c'est un dispositif médical. Et puis, à ce premier terme, vous allez rajouter un deuxième terme qui capture la cause de l'erreur possible. Non pas la conséquence, mais la cause. Par exemple, ressemblance visuelle de l'étiquetage du médicament. Donc, souvenez-vous bien, dans les erreurs potentielles, on code ces deux choses. Alors vous allez peut-être me dire, mais là, il n'y a pas d'événement indésirable, donc on n'a rien à coder. Oui, sauf que en pharmacovigilance, les règles, c'est de recueillir ce genre de rapports et d'en faire état dans les rapports périodiques, parce que c'est évidemment des informations importantes. Et puis, évidemment, il peut être important de prendre des mesures pour prévenir les erreurs, parce que si on nous a informé de ce risque, il serait un bien malvenu de ne rien faire du tout là-dessus. Voilà un exemple. Le pharmacien signalait que l'impression floue de l'étiquette du médicament pouvait conduire à l'administration d'une mauvaise dose. Alors on se rappelle notre règle, on choisit notre premier code pour signaler que c'est une erreur potentielle, LLT, et on rajoute non pas la conséquence, qui est l'administration d'une mauvaise dose, la conséquence possible, elle n'est pas survenue, mais la nature de ce problème, la cause de l'erreur potentielle. Texte de l'étiquetage du produit illisible. Je continue avec, voilà, qui appartient au PT, problème d'étiquetage du produit. Quatrième principe, je vous ai parlé aussi des erreurs interceptées. Donc on a compris ce que c'était. L'erreur, elle est survenue quelque part dans la chaîne, mais elle a été détectée assez tôt pour ne pas atteindre le patient. Il y a des termes spécifiques, donc dans ce cas-là, il faut choisir un terme qui dit que c'est une erreur interceptée. Ça doit être reflété dans le codage MEDRA. Et il faut capturer dans le codage MEDRA l'étape à laquelle l'erreur s'est produite, non pas l'étape à laquelle elle a été détectée. C'est logique, ce qui est intéressant, c'est à quel moment dans la chaîne l'erreur s'est produite. Voilà un exemple. Le pharmacien a délivré le mauvais médicament, il s'est trompé. Mais l'infirmière a réalisé l'erreur et n'a pas donné au patient. Donc, c'est une erreur interceptée. On va chercher dans notre navigateur et on va trouver quelque chose qui, dans le PT, erreur interceptée de dispensation de produits, correspond exactement à cette situation, qui est plus spécifique parce que le LLT parle de médicaments plutôt que de produits, donc il faut choisir ce LLT-là. Et ça reflète bien toute l'information. Donc on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Cinquième principe, je vous ai déjà dit, on essaye de capturer par le codage l'étape exacte dans laquelle s'est produit l'erreur ou le problème. Allant depuis le stockage chez le pharmacien ou dans l'hôpital, jusqu'à l'administration et ensuite même au suivi thérapeutique, puisqu'il peut aussi se passer des erreurs médicamenteuses lors du suivi thérapeutique. Alors certains termes MEDRA vont nous permettre de capturer à la fois la nature de l'erreur et l'étape où ça s'est passé. Par exemple, prescription d'un médicament erroné, il a prescrit un médicament à la place d'un autre. Là, on a bien l'étape, la prescription et la nature de l'erreur. Mais d'autres nous permettent de coder seulement le type d'erreur, par exemple erreur médicament, ou seulement l'étape. Et dans ces cas-là, il peut être nécessaire de mettre plusieurs codes pour capturer toute l'information. Évidemment, si l'étape n'est pas connue, on ne va pas essayer de la coder. Donc à retenir ici, c'est qu'on essaye de coder toujours les deux choses lorsqu'on a l'information.
Donc pour ça, soit on trouve un LLT qui capture bien les deux concepts, la nature de l'erreur et l'étape, soit il n'existe pas de LLT qui combine les deux. Dans ce cas-là, il faut coder avec deux LLT, faire ce que les codeurs dans leur jargon appellent du split coding, pour mettre deux codes sur un même événement. A prescrit par erreur le mauvais dosage, eh bien c'est une erreur de dosage médicamenteux, et il faut ajouter que c'est une erreur de prescription médicamenteuse. Sixième principe, codage de la cause première. Donc, je vous ai dit, en accidentologie, on essaye toujours de trouver l'origine ultime de la chose, puisque c'est là-dessus qu'il va falloir essayer de faire porter les efforts correctifs et les préventions. Lorsque la cause première est indiquée, évidemment, il va falloir absolument la coder. Et puis, bien sûr, coder ensuite les erreurs résultantes de cette cause première. Voilà un exemple, qui est une histoire réelle d'ailleurs, qui a été publiée. Le médecin a rédigé une ordonnance pour 40 mg du médicament X pour un Angor toutes les 6 heures. Mais comme il a écrit comme écrivent beaucoup de médecins, c'est-à-dire c'était peu lisible, l'infirmière elle a administré la même dose de médicament Y. Pas de chance, c'était un inhibiteur calcique qui est utilisé dans le traitement de l'hypotension. Et en plus, la dose quotidienne maximale, c'était de 10 mg. Alors que là, il a prescrit 40 mg toutes les 6 heures. Un jour après avoir pris le surdosage du médicament Y, le patient a eu une crise cardiaque et est décédé. Qu'est-ce qu'on va coder dans tout ça? Alors, en pharmacovigilance, on code souvent l'indication. Bon. Là, c'est oublié, angine de poitrine. La cause première, c'est quoi? La cause première, c'est la prescription illisible. Donc, il va falloir absolument capturer ça dans le codage avec ce LLT, prescription illisible. Ensuite, on va dérouler les anomalies qui sont survenues. Il y a eu une erreur de médicament administré. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu un surdosage. Et c'est un surdosage, on peut dire accidentel. C'est évident que c'est pas intentionnel. C'est évident que c'est accidentel. Donc. Et enfin, la conséquence clinique, la crise cardiaque. Vous voyez, dans un cas comme ça, l'importance de saisir toute l'information et en particulier la cause première. Septième grand principe, on ne doit jamais supposer quoi que ce soit, comme on est des codeurs. On ne rajoute rien à ce qui est rapporté, pas d'interprétation, pas de diagnostic, pas de supposition. Et donc, on ne va coder avec un terme d'erreur médicamenteuse que si ça nous est rapporté comme tel. Donc, ne jamais supposer qu'une erreur médicamenteuse s'est produite si elle n'est pas clairement signalée dans le rapport. Si vous recevez par exemple ce verbatim, l'infirmière a administré 50 mg du médicament X. Qu'est-ce qu'on va faire de ça en termes de codage MEDRA? Rien, parce que en soi, c'est pas une information codable, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien à coder là. On ne sait pas si c'est une erreur, on ne sait pas si c'est un surdosage, donc on va pas mettre de code MEDRA là-dessus. Bon, évidemment, on est fondé à demander des clarifications au rapporteur, savoir quel est le problème en fait. Éventuellement, dans le descriptif, dans le narratif, vous pouvez indiquer que la posologie du produit normal est de telle, je ne sais pas si elle est supérieure ou pas à 50 mg ou inférieure, mais dans l'état, il ne faut surtout pas coder ça, erreur médicamenteuse. Ça serait une interprétation abusive. Alors ce petit tableau, il est dans le guide de l'EMEA et il rappelle un peu tous les différents scénarios qu'on vient de voir, en distinguant les problèmes qui ont amené à un événement indésirable, qui sont donc des erreurs avec événement indésirable. Ça, c'est la classification de l'EMEA. Les événements
qui ont atteint le patient, mais qui n'ont pas amené d'événements indésirables, erreurs sans EI. Les erreurs interceptées, donc, qui se sont produites, mais n'ont pas atteint le patient. Et les erreurs potentielles, il n'y a pas eu d'erreur en fait, mais il y avait des causes d'erreur qui ont été détectées, des causes d'erreur potentielles qui ont été rapportées. Voilà, alors maintenant on va faire pour la fin de ce webinaire des démonstrations et des exercices de codage. Alors c'est pour certains je les ferai moi-même, d'autres je vous poserai la question, je vous laisserai le temps d'essayer d'y répondre. Je vous rappelle là, si vous souhaitez vous connecter au navigateur Medra, la façon de faire. Alors vous allez sur le site medra.org et vous avez ici un raccourci WBB, ça veut dire Web Based Browser, et vous pouvez vous connecter si vous n'avez pas de login personnel avec ces logins de training. Tout ça vous est rappelé dans le chat, donc je ne laisse pas cette diapo trop longtemps ici. Et on va se remémorer la démarche à suivre, le déroulement de notre petit arbre décisionnel, pour bien coder dans ce domaine-là. Donc, au début, nos trois questions. Est-ce que l'anomalie est intentionnelle ou accidentelle? Deuxième question, qui est en origine? Troisième question, y a-t-il un but thérapeutique? Grâce à ça, déjà, on va s'orienter dans la hiérarchie Medra. Et puis, ça va aussi nous orienter pour rechercher, si on veut rechercher par recherche de mots-clés ou de fragments de mots-clés, si c'est intentionnel, si c'est accidentel, si on va chercher un mot contenant erreur, ou si on va chercher un mot contenant mésusage, par exemple, voilà. Ensuite, la question se posait, à quelle étape de chaîne médicamenteuse est-ce que j'ai l'information? Si oui, eh bien, il va falloir que je la code. Autre question à se poser, est-ce que c'est une chaîne d'erreurs qui se sont succédées? Dans ce cas-là, il faut se rappeler que j'aurai plusieurs codes à mettre pour coder chacune des étapes. Est-ce qu'il y a eu un préjudice pour le patient? Évidemment, si c'est produit un événement indésirable, évidemment qu'il va falloir le coder. Est-ce qu'il y a eu des facteurs d'erreur, des causes premières? Dans ce cas-là, ça va être absolument important de bien les capturer. Et puis, est-ce que on est dans la situation d'une erreur potentielle? Dans ce cas-là, il faudra trouver le terme qui contient potentiel. Ou est-ce qu'on est dans la situation d'une erreur interceptée? Dans ce cas-là, il faudra trouver un terme qui mentionne intercepté. Voilà. Donc, ça va vous aider à chercher le LLT ou les LLT qui contiennent toute l'information rapportée et qui sont dans le bon groupe. Eh bien, commençons tout de suite. L'infirmière a oublié d'administrer au patient le second des 2 médicaments de chimiothérapie. Alors, on va dérouler nos questions qu'on vient de voir. Est-ce accidentel ou intentionnel? On a bien l'information. Qui a provoqué l'incident? On a l'information. Est-ce dans un contexte thérapeutique? On a l'information, c'est clair que oui. À quelle étape ça s'est produit? Est-ce qu'on a l'information? Bah oui, c'était à l'étape d'administration. Est-ce qu'il y a une cause première? Bah moi j'en vois pas. C'est un oubli, bon. On peut pas considérer que c'est une cause première. Donc, on va dérouler notre arbre décisionnel. Intentionnel ou accidentel, c'est accidentel. Par qui? C'est par un professionnel de santé. Intention thérapeutique, oui. Donc, on est bien dans le domaine erreur médicamenteuse. Déjà, on a cadré la recherche de termes. À vous de jouer maintenant. Je lance le quiz. Parmi toutes ces propositions, laquelle vous paraît la bonne? Donc, c'est tout des LLT existants.
Je vous laisse chercher et après on fera, je ferai en démonstration la recherche dans le navigateur. Alors, voyons vos réponses. Oh là là, on a 100%. Alors, ça, c'est exceptionnel. Alors, je soupçonne quand même que certains regardent la solution, parce que c'était quand même pas très facile. Alors, regardons un peu Medra ensemble. Je vais refermer les choses, voilà. Bien, on a dit au début, on est dans une erreur médicamenteuse, c'est clair. Donc, on va chercher uniquement dans ce HLGT, erreur médicamenteuse et autres erreurs, nanana. D'accord. Ensuite, alors vous voyez que les sous-groupes, en fait, beaucoup sont relatifs à l'étape dans laquelle l'erreur s'est produite, qui peuvent être transcription, stockage, administration, confusion. C'est comme ça qu'est construite la hiérarchie. Donc ici, on a dit c'était une erreur au moment de l'administration. Donc aller dans le sous-groupe erreur et problème d'administration du produit. Alors on voit qu'il y a beaucoup de termes ici. Et on va chercher ce qui est pertinent pour nous. Alors je vous épargne la totalité et on va trouver omission d'une administration de produits par erreur. Donc là, on est sur la bonne voie. On a bien la nature de l'erreur, on a bien l'étape et on a bien le fait que c'est par erreur. En plus, ça nous dit clairement que c'était pas intentionnel, que c'était accidentel. Donc ce terme nous capture bien effectivement tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on aurait quelque chose de plus précis dans les LLT? Eh bien oui, puisqu'on va pouvoir dire omission d'une administration de médicaments, c'est plus précis que de produits. Voilà, donc c'est bien effectivement le terme que 100% d'entre vous ont choisi, et ils ont eu raison. Pourquoi les autres ne sont pas bons? Par exemple, on a celui-ci, omission d'une administration de médicaments par erreur. Non, celui-là, c'est le bon, c'est celui qu'on a trouvé, hein, pardon. Celui-là, il est bon. Celui-là, administration moins fréquente que la posologie prévue par jour. Alors là, on n'est pas tout à fait dans le même esprit, hein. On est dans l'esprit où, je sais pas, un oubli, c'est une modification du schéma d'administration. Donc on n'est pas dans le bon concept ici. Ici, on a omission d'une prise médicamenteuse. Bon, alors, c'est exact, mais ça ne dit pas si c'est intentionnel ou si c'est accidentel. Donc ce terme ne capture pas la nature, enfin ne capture pas si c'est une erreur médicamenteuse. Utilisation de médicaments selon un schéma d'administration non approuvé en LIPATOU, non approuvé par le document de référence. Bah déjà, on n'en sait rien, donc on n'a pas à interpréter en choisissant ce terme. Et enfin, dernière option qui vous était proposée, interruption temporaire du traitement. Là, on n'est plus du tout dans la même SOC, on est dans la SOC actes médicaux et chirurgicaux, intervention thérapeutique. On aurait interrompu le traitement. On voit bien que c'est pour des raisons thérapeutiques ici. Donc c'est pas du tout le bon contexte. D'où l'importance toujours systématiquement de regarder la hiérarchie. Eh bien bravo pour ce succès retentissant. On va continuer
donc avec la confirmation de cette solution. Démonstration de codage numéro 2. Alors je vous encourage vraiment à le faire sans regarder la solution, parce que ça enlève tout intérêt pédagogique à la chose. Le patient a mal lu les instructions, il a pris le médicament X en prophylaxie, alors qu'il n'est indiqué que comme traitement de cette pathologie. Voilà, exemple typique, le patient il a pris l'Imodium pendant tout son voyage, toutes ses vacances en pays tropical, en pensant que ça allait l'empêcher d'avoir la tourista. Alors, est-ce que c'est accidentel ou intentionnel? Est-ce qu'on a l'information? Bah oui, c'est pas intentionnel, hein. Ça découle d'une erreur. Il a mal lu. Qui a provoqué l'incident? C'est le patient. Est-ce que c'est dans un contexte thérapeutique? Bah oui, c'était pas pour se droguer. À quelle étape de la chaîne médicamenteuse? On le sait aussi. Bah c'était au niveau de l'administration. Est-ce qu'il y a une cause première? Bah là, j'en vois pas. Il a mal lu, mais ça c'est pas une cause qu'on peut coder en MEDRA. Donc, on est dans l'accidentel, dû au patient, avec une intention thérapeutique. On est donc bien dans le domaine de l'erreur médicamenteuse. À vous de jouer avec cet ensemble de choix. Alors, voyons vos réponses. Ah, on n'a pas un 100% cette fois-ci. Mais on a quand même une grosse majorité pour le deuxième. Alors, voyons ça ensemble. On a dit c'est une erreur. Donc, je vais chercher, je vais fermer un peu les choses, voilà. Je vais chercher dans mon SOC erreur médicamenteuse, dans mon HLGT, pardon, erreur médicamenteuse. On a dit que c'était au moment de l'administration. Donc, je vais chercher dans erreur et problème d'administration du produit. Et je vais parcourir tous mes PT ici. Bon, je vous épargne la liste. Je peux vous dire, il n'y en a aucun qui correspond exactement à ce cas de figure où un traitement a été pris en prévention au lieu de curatif. Alors, on peut aller voir dans un autre HLT qui est erreur médicamenteuse non classifiée ailleurs. Où est-ce qu'il est? Voilà. Erreur médicamenteuse non classifiée ailleurs. Et là, j'ai un peu de chance, je vais trouver tout en bas utilisation non intentionnelle pour une indication non approuvée. Ah, mais ça c'est bon, parce que ça me capture le fait que c'était non intentionnel, donc c'est une erreur, et pour une indication non approuvée. Donc effectivement, celui-là, il est pas mal. Alors voyons, on va en trouver d'autres. Pour pas passer trop de temps à chercher dans le browser, on va aller directement sur cette slide-là qui montre les différents termes trouvés. Alors, celui qu'on a choisi est donc celui-là, utilisation non nationale pour une indication non approuvée. On a utilisation de médicaments pour une indication non approuvée. Pourquoi celui-là est moins bon? Parce que il ne dit pas si c'est intentionnel ou accidentel. C'est un terme neutre. Et là, il ne faut pas utiliser un terme neutre puisqu'on sait que c'était non intentionnel. Erreur d'administration du médicament, là c'est vraiment pas assez spécifique. Alors on trouve aussi utilisation dans une indication non approuvée par le document de référence. Ah, ça pourrait être pas mal ça aussi. Pourquoi il ne faut pas prendre celui-là? Eh bien parce que celui-là, il appartient
PT, fameux PT, utilisation non conforme au document de référence. Et on a dit que ce PT ne devait être utilisé que dans le cadre très précis de la définition, quand c'est un professionnel de santé qui décide de façon intentionnelle. Et là, c'est pas le professionnel de santé, c'est un patient. Donc, il ne faut pas choisir un LLT sous ce PT. On pourrait avoir envie de choisir aussi la cause, c'est peut-être en disant comment je pourrais coder que le patient il a mal lu la notice. Alors, il n'y a pas de code MEDRA qui correspond à ça. On pourrait être tenté de dire ça, confusion des instructions de la notice du produit. Ça serait de l'interprétation. Rien ne dit que il y a eu une confusion. Ils nous disent a mal lu. C'est pas la même chose. Pas dire que la notice l'a induit en erreur ou qu'il a pris une chose pour une autre. Donc, moi, je vous recommande pas d'ajouter ça, ce code qui serait une interprétation qu'un codeur n'a pas à faire. Voilà, donc le codage recommandé. Alors, on peut se dire, oui, mais j'ai pas tout capté là dans mon code. J'ai pas capté l'étape. Et effectivement, si on veut vraiment capter toutes les informations, il serait de bon ton de rajouter erreur d'administration médicamenteuse pour capter l'étape. Alors on pourrait aussi d'ailleurs mettre celui-ci, utilisation de médicaments pour une indication non approuvée, plus erreur d'administration médicamenteuse, puisque avec ces deux-là, ça capterait bien toutes les informations. La nature, l'étape, le fait que ça soit une erreur, etc. On passe au suivant. Le patient a pris plus que la dose prescrite pour obtenir un meilleur effet du médicament. Eh bien, voyons si ça marche. Pourquoi pas? Alors, déroulons notre algorithme décisionnel. Nanana, on sait si c'était accidentel ou intentionnel, on sait qui est à l'origine, on sait si c'était dans un contexte thérapeutique, on sait à quelle étape ça s'est produit, c'est à l'étape de l'administration. Est-ce qu'il y a une cause première? Je dirais non. Notre algorithme, notre arbre décisionnel, c'est intentionnel, c'est le patient, c'est dans une intention thérapeutique. On est donc dans le cadre du mésusage. Alors, là je vais le faire, je vous pose pas la question, je vais le faire directement en démonstration. Refermons tout ça. Donc je sais qu'il va falloir aller chercher du côté des mésusages, donc dans ce HLGT, utilisation non conforme et problème d'utilisation mésusage intentionnel du produit. Là, on est dans le bon secteur de MEDRA pour trouver le terme pertinent. Eh ben, je vais faire une recherche top-down en déroulant ma hiérarchie. J'ai mésusage intentionnel du produit, problème d'utilisation intentionnelle du produit et utilisation non conforme au document de référence. Là, on sait que c'est déjà pas celui-là, puisque celui-là, il est réservé au fait que ça soit le médecin qui soit à l'origine du problème. Donc je vais aller chercher dans mes usages, puisque j'ai décidé que c'était un mésusage. Mésusage intentionnel du produit sur un enfant, mésusage intentionnel du produit, nanana, mésusage intentionnel du système d'administration. Donc on est bien dans mésusage intentionnel du produit. Et si je veux préciser plus exactement, quel type de mésusage concernant le changement de dose. Vous voyez comme cette recherche en descendant la hiérarchie, nous mène bien vers le bon code. Voilà. Alors, lesquels on aurait pu aussi s'y retrouver si j'avais fait une recherche, par exemple, par mots-clés ou par fragment de mots-clés.
On aurait pu trouver administrant une dose non approuvée. Bon, mais ça, on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas si c'est autre qu'une dose approuvée. Administrer une posologie incorrecte, bah, c'est pas faux, mais c'est pas assez spécifique. Ou administration d'une dose incorrecte. Donc ici, c'est bien le terme qu'on a choisi et qui est le terme à retenir. Mésusage intentionnel par changement de dose. Démonstration numéro 4. Celle-là, elle va vous faire travailler aussi. Le médecin a prescrit le médicament A pour stopper le travail prématuré lors d'un accouchement, après évaluation du rapport bénéfice-risque, alors que c'est une indication qui n'est pas couverte par le résumé des caractéristiques du produit. On déroule notre algorithme, on sait que c'est intentionnel, on sait que c'est le professionnel de santé, que c'était dans un contexte thérapeutique, on connaît l'étape, c'est la prescription. La prescription ou l'administration, en fait, c'est un petit peu confondu dans ce scénario-là, parce que, mais enfin, disons la prescription. Est-ce qu'il y a une cause première à saisir? Je vois pas de cause première ici. D'ailleurs, est-ce que c'est une erreur? Bah non, puisque c'est intentionnel. Alors, déroulons notre algorithme, c'est intentionnel, c'est professionnel de santé, il y a une intention thérapeutique, c'est donc une utilisation non conforme au doc de référence, mais je n'ai le droit d'utiliser ce PT que si c'est explicitement mentionné dans le verbatim. Eh bien, c'est bien le cas, puisque le verbatim me dit indication non couverte par le RCP. Donc c'est clair, c'est pas mon interprétation. Maintenant, parmi tous ces termes, à vous de choisir le bon. Voyons vos réponses. Alors là, c'est plus partagé entre médicaments prescrits pour une indication non approuvée et utilisation dans une indication non approuvée par le document de référence. Et effectivement, c'était pas très facile parce que tous ces codes ont l'air de se ressembler pas mal. Donc personne n'a choisi erreur, bien sûr, puisqu'on a dit c'est pas une erreur. Curieusement, personne n'a choisi non plus ni le premier ni le dernier, alors qu'ils auraient pu paraître pertinents. Alors, voyons un peu ça. On a dit que la bonne démarche, en fait, ça est toujours d'aller essayer de chercher en descendant la hiérarchie. On a dit qu'on était dans le cadre où on pouvait utiliser ce fameux PT off-label use, mais utilisation non conforme aux documents de référence, puisque c'est réservé aux anomalies d'utilisation faites par le professionnel de santé. On est bien à l'intentionnel ici, utilisation non conforme et 1. Donc on va chercher, elle n'est pas très grande, il n'est pas très grand ce groupe, il n'y a que utilisation du dispositif non conforme et utilisation non conforme au document de référence pour tout le reste, pour tout ce qui n'est pas dispositif. Donc on a ce PT unique et c'est bien celui-là qu'on a à utiliser selon notre algorithme. On doit juste trouver quel est le LLT qui va capturer le mieux la situation. Donc c'est une indication qui n'est pas homologuée. On va chercher ça dans un groupe d'âge, dans une indication non approuvée par le document de référence. Voilà.
Donc c'est la démarche à suivre pour coder ça correctement. Alors pourquoi les autres ne sont pas bons dans le cas précis? Voilà, on a vu, on a trouvé utilisation, cherche par mot-clé, on va trouver utilisation de médicaments pour indication non approuvée. Oui, mais alors celui-là, il est dans le HLGT, erreur médicamenteuse et autres problèmes et termes neutres, alors qu'on sait que c'est intentionnel. Donc il ne faut pas sélectionner les termes qui sont dans ce HLGT, qui est réservé aux erreurs et aux termes neutres. Donc il faut bien aller chercher dans les utilisations intentionnelles, et on a dit utiliser le PT, utilisation non conforme, puisque c'est le professionnel de santé. Alors si on cherche, on trouve aussi dans ce même HLGT utilisation intentionnelle pour une indication non mentionnée dans le document de référence. Pourquoi c'est pas bon? Parce que celui-là, il est sous un autre PT, problème d'utilisation intentionnelle du produit, et qui ne n'inclut pas la notion de qui est à l'origine de l'erreur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut utiliser si ça a été fait par le patient. Cette utilisation intentionnelle pour une indication non mentionnée, si ça a été fait par le patient, vous ne pouvez pas utiliser le PT qui est là, puisque c'est réservé aux professionnels de santé. Donc vous allez utiliser celui-ci qui appartient au même HLGT. Voilà, c'était pas simple. Hein. Vous voyez qu'il y a de nombreux pièges dans ce domaine-là. Alors je m'arrête une seconde avant de passer au cas suivant. Voilà, parce qu'il y a une question qui est arrivée qui dit: y a-t-il des particularités de codage lorsque nous sommes en situation d'un essai clinique? À ma connaissance, non. Dans ce domaine-là, puisqu'on peut appliquer les mêmes arbres décisionnels, le même ensemble, et que je ne crois pas qu'il y ait des termes MEDRA spécifiques pour les produits expérimentaux. Toutefois, je vous engage à aller regarder la littérature FDA, et j'enverrai à la personne qui a posé la question les références d'une conférence qu'il y a eu de la part de la FDA sur ce sujet-là, sur les risques d'erreurs médicamenteuses lors des essais cliniques, en particulier pour tous les problèmes d'étiquetage et autres, et les moyens de les prévenir. Donc elle trouvera peut-être là-dedans des informations spécifiques sur le sujet. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On est à la dernière démonstration, donc il nous reste un petit peu de temps. Voilà, le médecin a confondu les noms des médicaments parce qu'ils se ressemblent et a prescrit le mauvais médicament. Celle-là, je vais la faire en démonstration. Est-ce que c'est accidentel ou est-ce que c'est intentionnel? On voit bien que c'est accidentel, c'est une erreur. Qui a provoqué l'incident? On le sait. Est-ce dans un contexte thérapeutique? Oui. À quelle étape de la chaîne médicamenteuse l'incident s'est produit au moment de la prescription? Y a-t-il une cause première à saisir? Ah ben là, oui. Deux médicaments avaient des noms qui pouvaient être confondus. Alors, cherchons à capturer tout ça. Notre algorithme, c'est accidentel, c'est le professionnel de santé, il y a une indication thérapeutique. On est bien dans le contexte d'une erreur médicamenteuse. Donc, on va chercher avec notre navigateur dans le bon HLGT. J'ouvre mon HLGT, erreur médicamenteuse et autres erreurs d'utilisation. Alors, on pourrait aller chercher ici, à l'étape, c'est une erreur de prescription.
Et puis, on va trouver erreur de déprescription, erreur de prescription, erreur interceptée, c'est pas le cas. On n'en sait rien, en tout cas. Prescription de produit contre-indiqué, c'est pas le cas. Problème de prescription du produit. Est-ce que je vais choisir erreur ou est-ce que je vais choisir problème? Eh ben, je sais que c'est non intentionnel, que c'est accidentel, donc il faut choisir non pas le terme neutre problème, mais le terme erreur, qui est bien le terme pertinent. Dans tout ça, est-ce que je vais trouver un LLT spécifique? En fait, il y a eu une erreur de médicament. Il a prescrit un médicament à la place d'un autre. Qu'est-ce qui va bien pour capturer ça? Ben, c'est le dernier, prescription de médicaments erronés. Alors, supposez que j'ai fait ma recherche par mots-clés, par exemple en cherchant erreur, prescription, médicaments, par exemple. Il y a un certain nombre de termes dont j'aurais pu me dire, bah, sont peut-être utiles aussi. Vous voyez, c'est pour illustrer. Il y a des choses que je peux me dire. Ah, bah, j'ai envie d'aller voir où est-ce que c'est dans la hiérarchie pour voir si ça conviendrait. Donc, je peux aller faire activer le navigateur, aller voir où ça se passe. Voilà, on est bien dans le même cadre, donc ça va. Donc, sur les documents, sur les termes qui peuvent être envisagés, voilà ce qu'on pourrait trouver. Erreur de médicament, bah, il n'est pas terrible parce qu'il n'est pas très spécifique. Erreur de médicament administré, ça ne serait pas un bon code parce que rien ne dit que le médicament a été administré. Confusion entre produits, bon, c'est vrai, mais ça ne capture pas l'étape. Ressemblance visuelle du nom des médicaments, ah ça c'est important à capturer parce que c'est la cause première. Prescription de médicaments erronés, on a vu tout à l'heure, c'était le bon code. Et problème de prescription de produit, c'est un terme neutre à ne pas utiliser dans ce cas-là. Donc voilà, prescription de médicaments erronés, c'est le bon code. Et la cause première à saisir, ressemblance visuelle du nom des médicaments. Voilà, eh bien écoutez, nous avons terminé l'ensemble des exercices et démonstrations. On a abordé les textes réglementaires, le contexte avec ce problème de santé publique, ce qui a été fait dans MEDRA, dans la hiérarchie de MEDRA, l'ajout de tous ces termes très détaillés, de façon à bien pouvoir tout capturer. On a vu les documents qui vont vous être très utiles pour vous aider dans ce domaine-là, et en particulier leur définition de concept, les descriptions de concept. Et puis, on a travaillé avec les principes généraux et puis les démonstrations pratiques d'un certain nombre de cas. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce document Compagnon Document si vous ne le connaissez pas. Il est en téléchargement libre sur le site medra.org parce qu'il va très souvent vous aider quand vous avez affaire à ces codages qui ne sont pas les plus faciles. Eh bien, il nous reste un petit peu de temps pour vos questions et mes réponses, si j'y arrive. Il y a déjà une autre question qui est arrivée. Y a-t-il un code pour la désinformation provenant d'Internet ou d'autres sources comme l'intelligence artificielle ou ChatGPT? Alors j'aime bien la désinformation provenant de ChatGPT. On pourrait en discuter, mais c'est pas le lieu. Ma réponse toute naïve, c'est que je ne sais pas. Bon, on peut chercher ensemble. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je connais pas par cœur les 85 000 termes de MEDRA, même si j'ai revu leur traduction. On va chercher des informations, on va voir si on trouve quelque chose. Ça n'a pas l'air de donner grand-chose.
Où est-ce qu'on pourrait essayer de chercher quelque chose sur information sur les médicaments peut-être? Ou information produit? Euh, Rien de très pertinent là-dedans pour de la désinformation venant d'Internet. Alors, vous trouverez des choses concernant les produits possiblement falsifiés, pas spécifiquement achetés sur Internet, je crois, mais en tout cas sur les produits de mauvaise qualité ou les produits falsifiés. J'essaie de juste regarder si quelque chose sur Internet, mais de mémoire, je crois pas. Trouble du jeu vidéo sur Internet, ce n'est pas ça. Donc, il semble que la réponse soit non. Il n'y a pas de code spécifique là-dessus. Alors, je vous rappelle que ça, effectivement, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. N'hésitez pas à faire une suggestion d'ajout en utilisant les change requests sur le site medra.org. Vous savez que c'est comme ça que Medra progresse et répond à vos besoins au fur et à mesure qu'ils apparaissent. C'est grâce à la communauté d'utilisateurs qui demande des ajouts, qui demande de nouveaux termes. Simplement, je rappelle que quand vous souhaitez faire ajouter un terme, il faut faire cette demande pour ajouter un terme anglais. Il faut faire cette demande en anglais en utilisant l'appli Change Request qui est sur le site. Bon, je peux vous montrer comme on a un petit peu de temps. Si j'ai mon Medra. On peut aller, ça s'appelle WebCR, hein, le change request, on peut y un raccourci ici. Et donc il faut saisir l'identifiant et le mot de passe de votre organisation qui vous permet d'accéder à ce WebCR. Alors voilà, tant qu'à faire, je mets le mien. Et vous allez pouvoir donc faire la demande d'ajouter un terme à Medra. Vous allez décrire ce que vous souhaitez faire, ajouter un PT par exemple, et vous allez proposer le PT, éventuellement sa classification, et ce qui est très important, justifier, éventuellement en ajoutant des références bibliographiques, justifier l'intérêt de cette demande. Voilà. Et puis vous envoyez ça, et très rapidement, le comité d'experts internationaux examinera votre demande et dans la très grande majorité des cas, elles sont acceptées, pas toujours exactement comme elles sont formulées, mais la grande majorité des demandes sont acceptées. Donc n'hésitez pas, c'est une bonne idée. Bien, on se donne encore une petite seconde pour que quelques questions résiduelles arrivent éventuellement. Entre-temps, je vous signale simplement que dans le PDF que vous pouvez télécharger là dans le panel documents de GoToWebinar, vous avez quelques liens utiles qui vous sont rappelés, en particulier le calendrier de formation. Alors pour ceux que ça pourrait intéresser, je rappelle qu'il y a 2 webinaires début juin concernant l'analyse et l'extraction des données codées avec Medra. C'est des webinaires qui vont vous permettre de tirer tout le parti possible de la puissance de Medra pour faire parler les données dans les bases de données médicales, faire parler les données de sécurité médicamenteuse, avoir des bons outils de détection de signal, des bons outils de profilage de sécurité des médicaments, bons outils de surveillance des bases de données au fur et à mesure qu'elles s'enrichissent pour faire des rapports périodiques médicalement pertinents, etc. Et puis quand vous cherchez tous les cas pertinents sur un cas, un sujet particulier, d'être sûr de bien retrouver tous vos cas sans en omettre aucun. Et tout ça, ça va être expliqué dans ces 2 prochains webinaires, le 2 et le 7 juin. Donc je vous engage, si vous êtes intéressé,
à aller le voir, à aller vous inscrire sur le site medra.org. Webinaire en français. Je vous rappelle que Medra est présent sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de communautés d'utilisateurs dans diverses langues. En français, on a un groupe WhatsApp qui est où il y a on est une soixantaine. Il n'y a pas une activité folle, mais il est assez agréable. Il y a des échanges tout à fait intéressants entre nous, et puis ça permet de signaler les événements importants. D'ici 2 jours ouvrables, vous allez être en situation d'aller télécharger votre certificat de participation, puisque si vous avez participé à ce webinaire. Alors attention, il faut utiliser l'adresse web l'adresse de mail, pardon, avec laquelle vous êtes inscrit. Voilà. Alors je ne vois pas arriver d'autres questions. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour votre participation, vous féliciter pour vos très bons résultats au quiz, et puis à vous souhaiter un très bon week-end, et peut-être à bientôt dans un de nos prochains webinaires. Au revoir.